Bonsoir, bienvenue sur la voix de Morgane. Alors, je vais reprendre une lecture. En fait, je l'ai déjà enregistrée hier, mais je n'avais pas branché le micro, tout simplement. Et je m'en suis aperçue à la fin de 2 heures de lecture. Voilà, j'avais fait plusieurs lectures à la suite. Donc, mais je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, j'étais assez stupéfaite, ébahie devant mon manque de concentration sur ce que je fais. Voilà, et je m'en voulais un peu. Je m'en veux encore, mais ça va passer. Ouais, il faut quand même arriver à se pardonner des choses comme ça, surtout quand on est dans une période où tout n'est pas évident et où tout demande plus d'efforts. Voilà, donc je vous enjoins en même temps à être assez tolérant avec vous-même et avec moi. Pardon, j'arrête de crier dans le micro puisque c'est quand même une lecture murmurée. Je reprends tout de suite. Qu'est-ce que je reprends? Je reprends L'hôte secret de Joseph Conrad. J'ai perdu la page, non, je l'ai. Voilà, je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci beaucoup, infiniment pour votre écoute. Merci. Le steward étant occupé à mettre le couvert pour le déjeuner, nous ne pûmes parler que du regard lorsque je fus descendu. Plus avant dans la journée, nous essayâmes prudemment à chuchoter. Le calme du dimanche sur le navire était contre nous. La tranquillité de l'air et de l'eau était contre nous. Les éléments, les hommes étaient contre nous. Tout était contre nous dans notre secrète association, le temps lui-même, car cela ne pouvait durer éternellement. La confiance dans la providence même n'était pas, je suppose, permise à ce coupable. Avouerai-je que cette pensée me décourageait beaucoup. Et quant au chapitre des accidents qui tient tant de place dans le livre du succès, mon seul espoir était qu'il fût clos. Car à quel accident favorable pouvait-on bien s'attendre? Avez-vous tout entendu? Furent mes premières paroles dès que nous eûmes repris notre position côte à côte, appuyée sur le rebord de la couchette. Il avait entendu. La preuve en était dans l'ardeur de son chuchotement. L'homme vous a dit qu'il avait à peine osé donner l'ordre. Je compris que cela se rapportait à cette misaine salvatrice. Oui, il avait peur qu'on la perde en l'établissant. Je vous assure qu'il n'a jamais donné l'ordre. Il a peut-être cru le faire, mais il ne l'a jamais fait. Il se tenait là avec moi sur la dunette, après avoir vu partir le grand hunier, et il pleurnichait sur ce dernier espoir. Il pleurnichait littéralement, et rien d'autre, et la nuit venait. Voir son capitaine se laisser aller ainsi par un temps pareil, il y avait de quoi vous mettre hors de vous. Cela m'a mis dans une espèce de fureur. Alors j'ai pris la chose sur moi, et je l'ai quitté sur le point d'éclater, et... Mais à quoi bon raconter tout cela? Vous savez ce que c'est, vous? Pensez-vous que si je n'avais pas été passablement féroce avec eux, j'aurais pu obtenir quoi que ce fût des hommes? Oh, non. Le maître d'équipage peut-être. Ce n'était pas de la grosse mer, c'était une mer démontée. Je suppose que la fin du monde sera quelque chose dans ce genre-là. Et un homme peut regarder venir cela le cœur ferme une bonne fois et que c'en soit fini, mais pour l'affronter jour après jour. Je ne blâme personne. Je ne valais pas beaucoup mieux que le reste. Seulement, j'étais officier sur ce vieux charbonnier et ainsi,
Je comprends parfaitement, lui murmurai-je à l'oreille en toute sincérité. Il était hors d'haleine à force de chuchoter. Je l'entendais haleter légèrement. Tout cela était fort simple. La même force nerveuse qui avait fourni à 24 hommes une chance, pour le moins, de sauver leur vie, avait, par une sorte de choc en retour, brisé une indigne existence de mutin. Mais je n'eus pas le temps de peser les mérites de l'affaire. Des pas dans le carré, un coup à la porte. « Il y a assez de vent pour appareiller, capitaine. » C'était le signal que mes pensées et même mes sentiments allaient être requis par un devoir nouveau. « Appelez tout le monde sur le pont, » criai-je à travers la porte. « Je monte tout de suite. » J'allais donc faire connaissance avec mon navire. Avant que je ne quitte ma cabine, nos yeux se rencontrèrent, les yeux des deux seuls étrangers à bord. Je lui montrai la partie en retrait où le petit pliant l'attendait et je mis le doigt sur mes lèvres. Il fit un geste assez vague, un peu mystérieux, qu'accompagna un faible sourire, comme un sourire de regret. Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur les impressions d'un homme qui sent pour la première fois un navire se mouvoir sous ses pieds au commandement de sa voix. Dans mon cas, elle n'était pas sans mélange. Je n'étais pas tout à fait seule avec mes responsabilités. Il y avait cet étranger dans ma cabine, ou plutôt, je n'étais pas complètement et entièrement avec mon navire. J'étais en partie absent. Ce sentiment intime d'être à deux endroits à la fois m'affectait physiquement, comme si l'atmosphère du secret m'avait pénétré jusqu'à l'âme. Moins d'une heure après que le navire eut commencé à bouger, ayant à demander au second, il se tenait à mon côté, de prendre un relèvement de la pagode, je me surpris à me pencher à son oreille. Je dis, je me surpris, mais j'en avais fait assez pour qu'il en fût plus qu'étonné. Je ne puis décrire la chose autrement qu'en disant qu'il fit un écart. Il ne se départit plus désormais d'une attitude grave, préoccupée, comme s'il était au fait d'un renseignement inquiétant. Un peu plus tard, je m'écartai de la lisse pour donner un coup d'œil au compas, et je le fis de façon si furtive que le timonier le remarqua. Je ne pus faire autrement que de constater que ses yeux devinrent extrêmement ronds. Ce n'était que des riens, encore qu'il soit assez fâcheux pour un capitaine d'être soupçonné d'excentricité. Mais j'étais plus gravement atteint. Il est pour un marin certaines paroles, certains gestes qui doivent, dans des circonstances données, venir aussi naturellement, aussi instinctivement que le clignement d'un œil menacé. Tel ordre doit jaillir de ses lèvres sans qu'il y pense. Tel geste doit se faire, pour ainsi dire, sans réflexion. Or, tout réflexe de vigilance m'avait abandonné. Je devais faire un effort de volonté pour me ramener de la chambre aux obligations du moment. Je sentis que je tenais l'impression d'être un commandant irrésolu à ces gens qui m'observaient d'un œil plus ou moins critique. Et il y avait en outre les alarmes. Le second jour, par exemple, en quittant le pont l'après-midi, j'avais les pieds nus dans des pantoufles de paille, je m'arrêtai à la porte ouverte de l'office et appelai le steward. Il faisait je ne sais quoi, le dos tourné. Au son de ma voix, il sursauta et en même temps cassa une tasse. « Qu'est-ce que vous avez, bon Dieu ?» m'écriai-je étonné. Il avait l'air ahuri. « Je vous demande pardon, capitaine, j'étais persuadé que vous étiez dans votre cabine. » Vous voyez bien que je n'y étais pas. « Non, capitaine, mais j'aurais juré que je vous y avais entendu remuer il y a qu'un instant. C'est vraiment extraordinaire. Faites excuse, capitaine. » Je m'éloignais en frissonnant intérieurement. J'étais tellement identifié à mon double secret que je ne mentionnais même pas le fait au cours des rares et craintifs chuchotements que nous échangeâmes. Je
suppose qu'il avait fait quelques légers bruits. C'eût été un miracle que cela n'arrivât pas à un moment ou l'autre. Et cependant, malgré son air hagard, il semblait toujours parfaitement maître de lui, plus que calme, presque invulnérable. Sur mon conseil, il se tenait presque constamment dans la salle de bain qui, à tout prendre, était l'endroit le plus sûr. Il ne pouvait y avoir réellement l'ombre d'une excuse pour que quelqu'un voulût y pénétrer une fois que le steward l'avait mis en ordre. C'était un endroit fort exigu. Quelquefois, mon double s'y étendait par terre, les jambes repliées, la tête appuyée sur un de ses bras. Quelquefois, je le trouvais assis sur son pliant dans son pyjama gris, avec ses cheveux noirs coupés ras, comme un patient et impassible forçat. La nuit, je le faisais passer sur ma couchette et nous chuchotions, tandis que le bruit des pas réguliers de l'officier de quart passait et repassait au-dessus de nos têtes. Ce furent des moments infiniment tristes. Par bonheur, quelques boîtes de conserve fines se trouvaient dans un placard de ma chambre. Du pain sec, je pouvais toujours m'en procurer. Ainsi vécut-il de poulet sauté, de pâté de foie gras, d'asperges, d'huîtres cuites, de sardines, de toutes sortes d'abominables friandises de pacotille en boîte. Mon café du matin, c'était toujours lui qui le buvait, et c'était tout ce que j'osais faire pour lui à cet égard. Chaque jour, il fallait faire cette horrible manœuvre pour arriver à ce que ma chambre, puis la salle de bain, fussent faites comme d'habitude. J'en vins à haïr la vue du steward, à abhorrer la voix de cet homme inoffensif. Je sentais que c'était lui qui amènerait la catastrophe de la découverte. Cela était suspendu comme une épée au-dessus de nos têtes. Le 4e jour, je crois, nous tirions des ports sur la côte orientale du golfe de Siam par légère brise et mer calme. Le 4e jour, dis-je, de cette misérable jonglerie avec l'inévitable, comme nous étions à table pour le dîner, cet homme, dont le moindre mouvement m'épouvantait, remonta en hâte sur le pont après avoir posé les plats. Ceci ne pouvait être dangereux. Il revint aussitôt et je compris alors qu'il s'était rappelé avoir laissé une veste à moi sécher sur la lisse, après avoir reçu une averse qui avait passé sur le navire dans la journée. Assis au bout de la table, je me sentis terrifiée à la vue de ce vêtement à son bras. Naturellement, il se dirigeait vers ma porte. Il n'y avait pas de temps à perdre. « Steward !» lui criai-je. Mes nerfs étaient si ébranlés que je ne pouvais maîtriser ma voix, ni cacher mon trouble. C'est cette sorte de chose qui amenait mon second redoutable favori à se taper le front avec l'index. Je l'avais surpris à faire ce geste, tandis que, sur le pont, il causait d'un air confidentiel avec le charpentier. J'étais trop loin pour avoir pu saisir le moindre mot, mais je ne doutais point que cette pantomime se rapportât à leur étrange nouveau capitaine. « Oui, capitaine ?» dit en se retournant vers moi d'un air résigné le pâle steward. C'était cette manière affolante de s'entendre crier après, de se voir repris sans rime ni raison, envoyé promener de ma chambre, rappelé tout à coup, arraché à son office pour d'incompréhensibles missions, qui était la cause de son expression de plus en plus malheureuse. « Où allez-vous avec ce vêtement ?»« Dans votre chambre, capitaine. Va-t-il pleuvoir encore ?»« Je ne sais pas, capitaine. Faut-il remonter voir ?»« Non, pas la peine. » J'avais atteint mon but, car naturellement mon autre moi-même, là-dedans, avait dû tout entendre. Pendant cet intermède, mes deux officiers n'avaient pas levé le nez de leurs assiettes respectives, mais la lèvre de ce damné jeune chiot de lieutenant tremblait visiblement. Je m'attendais à ce que le steward accrochât ma veste et ressortît aussitôt. Il resta très longtemps. Je dominais toutefois suffisamment ma nervosité pour ne pas l'interpeller. Soudain, je me rendis compte, on pouvait aisément l'entendre, que cet homme
pour une raison quelconque, ouvrait la porte de la salle de bain. C'était la fin. L'endroit était littéralement grand comme un mouchoir de poche. La voix me manqua et je restais pétrifiée. Je m'attendais à entendre un cri de surprise et de terreur. Je fis un mouvement, mais sans avoir la force de me mettre debout. Tout demeurait silencieux. Mon second moi avait-il pris le pauvre diable à la gorge? Je ne sais ce que j'aurais fait l'instant d'après si je n'avais vu le steward ressortir de la chambre, refermer la porte et rester immobile près du buffet. Sauvé, pensais-je. Mais non, perdu, parti, il était parti. Je posais mon couteau et ma fourchette et me renversais sur ma chaise. La tête me tournait. Au bout d'un moment, quand je fus suffisamment remis pour pouvoir parler d'une voix ferme, je donnai à mon second des instructions pour virer de bord à 8 heures. Je ne monterai pas sur le pont, continuai-je. Je crois que je vais me coucher, à moins que le vent ne change, qu'on ne me dérange pas avant minuit. Je me sens un peu indisposée. Vous paraissiez vraiment assez mal en point il y a un moment, remarqua le second, sans paraître y prendre grand intérêt. Ils sortirent tous les deux, et je restais les yeux fixés sur le steward qui desservait. On ne pouvait rien lire sur son visage. Mais pourquoi évitait-il mon regard? Je me le demandais. Je pensais alors que j'aimerais entendre le son de sa voix. « Steward, capitaine, dit-il en sursautant comme à l'ordinaire. Où avez-vous accroché cette veste? Dans la salle de bain, capitaine. Et du même ton anxieux. Elle n'est pas encore tout à fait sèche, monsieur. Je restai assis un moment dans le carré. Mon double avait-il disparu comme il était venu? Mais de sa venue, il y avait une explication, tandis que sa disparition ne pouvait s'expliquer. J'entrai lentement dans ma chambre obscure. Je fermai la porte, allumai la lampe, et pendant quelque temps, n'osais me retourner. Quand je m'y décidai, à la fin, je le vis qui se tenait tout droit dans les 3 recoins. Je ne dirais pas que j'en eus un choc, mais un doute irrésistible quant à son existence matérielle me traversa l'esprit. Se peut-il, me demandai-je, qu'il soit invisible à d'autres yeux que les miens? C'était comme si j'étais hantée. Immobile, l'air grave, il leva les 2 mains légèrement vers moi, en un geste qui signifiait clairement « Ciel, nous l'avons échappé belle, vraiment échappé belle. » Je pense que j'étais arrivée insensiblement aussi près de la folie qu'on peut l'être sans avoir réellement franchi les bords. Ce geste me retint, pour ainsi dire. Mon second, l'homme au terrifiant favori, était en train de faire virer de bord. Dans le moment de profond silence qui succéda à celui où l'équipage se rendit à son poste de manœuvre, j'entendis sur la dunette sa voix qui s'élevait. « La barre dessous toute !» et le cri distant de l'ordre répété sur le pont. Les voiles, par cette légère brise, ne faisaient entendre qu'un faible battement. Il cessa. Le navire venait lentement dans le vent. Je retins ma respiration dans le calme renouvelé de l'attente. On eût dit qu'il n'y avait pas une âme sur le pont. Le cri, soudain, « Changez derrière !» rompit le charme. Et au milieu des cris bruyants et du piétinement qui retentissaient au-dessus de nos têtes, nous reprîmes tous deux notre position habituelle le long de ma couchette. Il n'attendit pas ma question. Je l'ai entendu qui fourgonnait ici, et je n'ai eu que le temps de m'accroupir dans la baignoire, me dit-il à voix basse. Le type n'a fait qu'entrouvrir la porte et passer le bras pour accrocher le vêtement. Tout de même, je n'avais pas pensé à cela, lui répondis-je, encore plus épouvantée de l'avoir échappé de si peu, et m'émerveillant de ce je ne sais quoi d'inflexible dans son caractère qui le tirait d'affaire si à propos. Son chuchotement ne trahissait aucune agitation. Si quelqu'un devait perdre la tête, ce ne serait certainement pas lui. Il était sain d'esprit.
et il m'en donna une nouvelle preuve lorsqu'il se remit à me parler à voix basse. Ça ne vaudrait rien pour moi de ressusciter. C'était ce qu'un revenant eût pu dire, mais ce à quoi il faisait allusion, c'était à la théorie du suicide admise à contre-cœur par son capitaine. Cela servirait évidemment ses projets, si j'avais compris le moins du monde le point de vue qui semblait gouverner l'inaltérable but de ses actions. Vous m'abandonnerez dès que vous pourrez approcher une de ces îles désertes le long de la côte du Cambodge, poursuivit-il. Ça répond, vous abandonner sur une île déserte. Nous ne sommes pas dans un récit d'aventure pour les enfants, protestai-je. Sa réponse dédaigneuse m'arrêta. Évidemment non, tout cela n'a rien d'un conte pour enfants, mais il n'y a rien d'autre à faire. Je ne vous en demande pas davantage. Vous ne supposez pas que j'ai peur de ce qu'ils peuvent me faire. Prison, potence ou quoi que ce soit. Mais je ne me vois pas d'ici revenant expliquer des choses pareilles à un vieux bonhomme à perruque et à 12 respectables commerçants, hein? Comment peuvent-ils savoir si je suis coupable ou non? Ou même de quoi je suis coupable? Ça, c'est mon affaire. Que dit la Bible? Tu seras errant et vagabond sur la terre. Fort bien, je suis errant et vagabond sur la terre maintenant. Et je vais m'en aller à la nuit comme je suis venu. Impossible, murmurai-je. Vous ne pouvez pas faire cela. Je ne peux pas. Pas tout nu comme une âme au jour du jugement dernier. Je vais m'approprier votre pyjama. Ce n'est pas encore le jour du jugement dernier et vous avez parfaitement compris, n'est-ce pas? J'eus soudain honte de moi-même. Je puis dire vraiment que j'avais compris et mon hésitation à laisser cet homme quitter mon port à la nage était pure sentimentalité, une sorte de lâcheté. Cela ne peut plus se faire avant la nuit prochaine, murmurai-je. Le navire a le cap au large et le vent peut nous manquer. Du moment que je sais que vous comprenez, murmura-t-il. Mais naturellement, vous comprenez. C'est une grande satisfaction que d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenne. On dirait que vous êtes trouvé là, à point nommé. Et toujours à voix basse, comme si tous deux, chaque fois que nous échangions des paroles, nous avions à nous dire des choses que le monde n'était pas digne d'entendre, il ajouta « C'est véritablement merveilleux ». Nous restions côte à côte, conversant de cette façon secrète, parfois silencieux, ou n'échangeant guère qu'un ou deux murmures à de longs intervalles. Et comme d'habitude, il regardait fixement par le hublot. De temps à autre, le souffle du vent passait sur nos visages. On aurait pu croire que le navire était amarré dans un bassin, tant il glissait d'aplomb et sans murmure sur l'eau silencieuse, envahie par l'ombre comme sur un océan fantôme. À minuit, je montai sur le pont et, à la grande surprise de mon second, je fis changer les amures. Ces terribles favoris voltigeaient autour de moi comme une critique silencieuse. Je ne l'aurais certainement pas fait s'il s'était agi seulement de sortir aussi rapidement que possible de ce golfe endormi. Je crois bien qu'il déclara au lieutenant venu le relever que c'était un grand manque de jugement de ma part. L'autre se contenta de bâiller. Cet insupportable jeune chiot se traînait d'une façon si endormie et se prélassait contre la lisse si nonchalamment, si incorrectement, que je fus obligé de le reprendre vivement. « Vous n'êtes pas encore bien réveillé ?»« Si, capitaine, je suis réveillé. »« Eh bien, alors, faites-moi le plaisir de vous tenir comme si vous l'étiez, et ouvrez l'œil. S'il y a du courant, nous devons approcher des îles bien avant le jour. » La côte orientale du golfe est frangée d'îles, les unes isolées, d'autres en groupe. Sur le fond bleu de cette côte élevée, elle semble flotter sur des flaques argentées tout calmes, arides et grises, ou vert foncé et rondes comme des bosquets toujours verts, les plus grandes, longues d'un mille ou deux, montrant la ligne de leur crête, des saillies de rochers gris sous un
humide manteau de feuillage entremêlé. Inconnue du trafic, du voyage et presque de la géographie, le genre de vie qu'elle recèle est demeuré secret. Il doit y avoir des villages, des colonies de pêcheurs tout au moins, sur les plus grandes d'entre elles, et les communications avec le monde y sont vraisemblablement entretenues par des embarcations indigènes. Mais toute cette matinée-là, comme nous en approchions, éventée par la plus faible des brises, je ne vis pas l'ombre d'un homme ni d'un canot dans le champ de la longue vue que je tenais braqué sur l'archipel. À midi, je ne donnai pas l'ordre de changer la route, et les favoris du second manifestèrent plus d'inquiétude encore et parurent s'offrir d'eux-mêmes hors de propos à mon attention. Je finis par lui dire « Je vais continuer droit sur la terre, tout près, aussi près que possible. » Un regard d'extrême surprise donna une expression de férocité même à ses yeux, et un moment, il sembla vraiment terrible. « Nous ne gagnons rien à nous tenir au milieu du golfe, repris-je négligemment. Je vais chercher la brise de terre ce soir. » Dieu me pardonne, vraiment, capitaine, par une nuit noire, au milieu de ces îlots, récifs et pans de sable. Ma foi, si les brises de terre sont régulières sur cette côte, il faut bien s'en approcher pour les trouver, n'est-ce pas? Dieu me pardonne, s'exclama-t-il de nouveau à voix basse. Tout l'après-midi, il conserva un air rêveur, contemplatif, qui chez lui trahissait la perplexité. Après dîner, je regagnai ma chambre comme si j'entendais y prendre quelque repos. Là, nous penchâmes nos 2 têtes brunes au-dessus d'une carte à demi déroulée sur ma couchette. « Voilà, dis-je, il faut que ce soit Coringue. Je n'ai cessé de regarder l'île depuis le lever du soleil. Il y a là 2 collines et une pointe basse. Ce doit être habité. Et sur la côte, en face de l'île, il semble y avoir l'embouchure d'une assez grande rivière, avec une ville sans doute, pas bien loin en amont. C'est ce que je vois de mieux pour vous. Bon, va pour Coringue. » Il considéra attentivement la carte, comme s'il examinait de très haut chances et distances, et s'il suivait des yeux sa propre silhouette avançant sur l'espace blanc qui représentait la Cochinchine, puis dépassant cette feuille de papier, se perdant dans des régions inconnues de la carte. On eût dit que le navire avait 2 capitaines pour lui tracer sa route. Je m'étais tellement inquiétée et agitée à monter et à descendre que je n'avais pas eu le courage de m'habiller ce jour-là. J'avais conservé mon pyjama, des pantoufles de paille et un chapeau mou. La chaleur lourde du golfe était accablante, et l'équipage était habitué à me voir aller et venir dans cette tenue aérée. « On va parer la pointe sud, avec ce cap-là, lui chuchotai-je à l'oreille. Dieu seul sait quand, toutefois, mais certainement après que la nuit sera venue. Je vais l'approcher à un demi-mille, autant que je pourrai en juger dans le noir. Soyez prudent, murmura-t-il. Et je compris soudain que tout mon avenir, l'unique avenir qui m'était possible, risquait d'être irréparablement compromis par le moindre accident au cours de mon premier commandement. Je ne pus rester davantage dans ma chambre. Je lui fis signe de disparaître et gagnai la dunette. Le jeune chiot, pas du tout joueur, était de quart. J'arpentais la dunette tout en réfléchissant, puis je lui fis signe de s'approcher. « Envoyez-moi 2 hommes ouvrir les 2 sabords arrière, » lui dis-je très doucement. Soit simple impudence, soit étonnement d'un ordre si incompréhensible, il s'oublia au point de dire « Ouvrir les sabords, mais pourquoi faire, capitaine? La seule raison dont vous ayez à vous inquiéter est que je vous dis de le faire. Faites-les ouvrir tout grand et convenablement amarrés. » Il rougit et s'éloigna, mais il fit, je crois, quelques remarques gouailleuses au charpentier sur l'intelligente pratique qui consistait à aérer le pont d'un navire. Je sais en tout cas qu'il passa la tête dans la cabine du second pour l'en informer, car les favoris sortirent sur le pont comme par enchantement
et me considérèrent furtivement d'en bas, en quête de quelques signes de démence ou d'ivresse, je suppose. Un peu avant le souper, me sentant plus agitée que jamais, je rejoignis un instant mon second moi, et je fus surpris de le trouver si tranquille, comme s'il y avait là quelque chose d'inhumain, contre nature. Je développai mon plan en chuchotant précipitamment. Je me tiendrai aussi près que je l'oserai avant de virer de bord. Tout à l'heure, je trouverai le moyen de vous faire passer d'ici dans la soute à voile qui communique avec l'avant-carré. La soute a également une ouverture, une sorte de panneau rectangulaire pour retirer les voiles qui donne droit sur le pont et qui n'est jamais fermé par beau temps, de façon à pouvoir aérer les voiles. Quand le navire aura perdu son air, en virant de bord et que tout le monde sera à l'arrière au grand bras, vous aurez la voie libre pour vous échapper et quitter le bord par un des sabords ouverts. Je les ai fait ouvrir tous les deux. Servez-vous d'un bout de filin pour vous affaler à l'eau afin d'éviter le bruit. Vous comprenez? Cela pourrait s'entendre et amener des complications. Il resta un instant silencieux, puis murmura. « Je comprends. Je ne serai pas là pour vous voir partir, commençai-je avec effort. Pour le reste, j'espère seulement que j'ai compris aussi. Vous avez compris, du commencement jusqu'à la fin. » Et pour la première fois, on eût dit qu'il y avait quelque hésitation, comme une contrainte, dans son murmure. Il me saisit par le bras, mais la cloche du dîner me fit tressaillir. Lui pas, il relâcha seulement son étreinte. Après le souper, je ne redescendis que bien après 8 heures. La brise légère et régulière était chargée de rosée, et les voiles mouillées, assombries par l'humidité, retenaient tout ce qu'il y avait en elles de force propulsive. La nuit, claire et étoilée, scintillait sur un fond noir, et les taches opaques qui passaient lentement devant les étoiles basses étaient des îles qui semblaient dériver. Au-dessus du bossoir, bâbord, il y en avait une grande, plus éloignée, imposante par le grand morceau de ciel que son ombre éclipsait. En ouvrant la porte, je vis de dos mon propre moi-même qui examinait une carte. Il était sorti de son recoin et se tenait debout près de la table. « Il fait maintenant assez sombre, » chuchotai-je. Il recula et s'adossa à ma couchette avec un regard tranquille. Je m'assis sur la banquette. Nous n'avions rien à nous dire. Au-dessus de nos têtes, l'officier de quart allait et venait. Puis je l'entendis marcher rapidement. Je savais ce que cela voulait dire. Il allait descendre l'échelle du carré. Tout à coup, sa voix se fit entendre de l'autre côté de ma porte. « Nous approchons un peu vite, capitaine. La terre semble assez près. »« Très bien, répondis-je. Je serai sur le pont dans un instant. » J'attendis qu'il eût quitté le carré, puis je me levai. Mon double fit un mouvement. L'heure était venue d'échanger nos derniers murmures, car aucun d'entre nous n'entendrait jamais plus la voix naturelle de l'autre. « Écoutez !» J'ouvris un tiroir et en sortis 3 souverains. Prenez toujours ça. J'en ai 6 et je vous aurais volontiers donné le tout si je ne devais garder un peu d'argent pour acheter des fruits et des légumes pour l'équipage à des barques indigènes, en traversant le détroit de la Sonde. Il fit de la tête un geste de refus. « Prenez, insistai-je en chuchotant désespérément. On ne sait jamais ce qui... » Il sourit et d'un air significatif tapota l'unique poche du pyjama. C'était risqué, assurément. Mais je sortis un vieux mouchoir de soie que j'avais et, nouant les 3 pièces d'or dans un coin, je le pressai de les prendre. Il en fut touché, je pense, car il le prit à la fin et le noua rapidement autour de sa taille, à même la peau. Nos yeux se croisèrent. Plusieurs secondes s'écoulèrent jusqu'au moment où, nos regards toujours attachés l'un à l'autre, j'étendis le bras pour éteindre la lampe.
Puis je traversai le carré, laissant la porte de ma chambre grande ouverte. Stewart. Il s'attardait à l'office. Dans l'excès de son zèle, à frotter un huilier de métal, dernière occupation avant d'aller se coucher. Comme je craignais de réveiller le second dont la chambre était en face, je lui parlais à voix basse. Il regarda autour de lui d'un air anxieux. « Capitaine, pourriez-vous m'avoir un peu d'eau chaude à la cuisine? Je crains, capitaine, que le fourneau ne soit éteint depuis quelque temps déjà. Allez voir. » Il bondit à l'échelle. « Maintenant, murmurai-je dans le carré, trop haut peut-être, mais j'avais peur de ne pouvoir émettre un son. Il fut à mes côtés aussitôt. Le double capitaine se glissa le long de l'escalier, à travers un petit passage obscur, une porte à glissière. Nous étions dans la soute, grimpant à 4 pattes sur les voiles. Une idée soudaine me frappa. Je me vis errant nu-pied, nu-tête, avec le soleil tapant dur sur ma caboche noire. J'arrachai mon chapeau et m'efforçai hâtivement dans l'obscurité de le lui enfoncer sur la tête. Il m'évitait et me repoussait en silence. Je me demande ce qu'il pensait que je lui voulais, avant qu'il eût compris et qu'il cessa soudain de s'y opposer. Nos mains s'unirent à tâtons, s'attardèrent une seconde dans une forte, immobile étreinte. Aucun de nous ne souffla la moindre parole quand elles se séparèrent. J'attendais tranquillement à la porte de l'office quand le steward revint. « Je suis désolé, capitaine, la bouilloire est à peine tiède. Faut-il allumer la lampe à alcool? » « Ce n'est pas la peine. » Je sortis lentement sur le pont. C'était maintenant une question de conscience pour moi que de raser la terre aussi près que possible, car il lui faudrait plonger aussitôt que le navire serait debout au vent. Il le fallait. Il ne pouvait plus reculer. Au bout d'un moment, je m'en allais sous le vent pour voir, et la surprise de distinguer la terre si près me prit à la gorge. En toute autre circonstance, je n'aurais pas persisté une minute de plus. Le lieutenant m'avait suivi avec anxiété. Je continuai à regarder jusqu'à ce que je me sentisse en état de maîtriser ma voix. « Ça devrait passer au vent, » fis-je alors d'une voix tranquille. « Vous allez essayer cela, capitaine, » balbutia-t-il d'un air incrédule. Je ne prêtais aucune attention à lui et élevai la voix juste assez pour me faire entendre du timonier. « Gouvernez bon plein. »« Bien, capitaine. » La brise éventait ma joue, les voiles dormaient, l'univers était silencieux. L'effort que je faisais pour surveiller l'indistincte et sombre élévation de la terre, qui devenait plus grande et plus épaisse, était presque trop grand pour mes nerfs. J'avais fermé les yeux, car il fallait que le navire passât encore plus près. Il le fallait. Le silence était intolérable. Étions-nous immobiles? Quand je rouvris les yeux, la vue de la terre me fit tressauter le cœur. La haute pointe noire au sud de Corinth semblait suspendue juste au-dessus du navire comme un fragment de la nuit éternelle. De cette masse de ténèbres ne jaillissait ni la moindre lueur, ni le moindre son. Elle glissait vers nous irrésistiblement et semblait pourtant déjà à portée de la main. Je vis les formes vagues des hommes de quart groupés au pas avant et qui regardaient dans un silence terrifié. « Allez-vous continuer, capitaine ?» demanda une voix mal assurée près de moi. J'ignorais cette voix. Il me fallait continuer. « Tenez les voiles pleines, ne cassez pas l'air, n'est-ce pas ?» dis-je d'un ton d'avertissement. « Je ne distingue pas très bien les voiles, » me répondit le timonier d'une voix étrange, chevrotante. Étions-nous assez près? Le navire était déjà, je ne dirais pas, dans l'ombre de la terre, mais comme englouti dans son obscurité. Trop engagé pour en sortir, échappé de mes mains
également. Appelez le second, dis-je au jeune homme qui se tenait près de moi dans un silence de mort, et appelez tout l'équipage sur le pont. Ma voix résonna avec une force qui venait de la répercussion de la terre. Plusieurs voix crièrent à la fois « Nous sommes tous sur le pont, capitaine !» Puis le silence reprit, avec la grande ombre qui glissait, plus proche, nous dominant de plus haut, sans un son, sans une lumière. Un tel silence s'était appesanti sur le navire qu'il eût pu être la barque des morts flottant lentement aux portes mêmes de l'Érèbe. Mon Dieu, où sommes-nous? C'était le second qui gémissait à mes côtés. Il était atterré, l'on eût dit, privé de l'appui moral de ses favoris. Il se frappa les mains et d'un air désespéré s'écria « Nous sommes perdus. Silence !» fis-je sévèrement. Il baissa le ton, mais je vis dans l'ombre son geste de désespoir. Qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons le vent de terre. On eût dit qu'il allait s'arracher les cheveux et, perdant toute retenue, il m'apostropha. « Le navire n'en sortira jamais. Vous l'avez voulu, capitaine. Je savais bien que ça finirait comme cela. Jamais le navire ne passera au vent et vous êtes trop près maintenant pour virer de bord. Il dérivera sur la terre avant d'abattre. Oh mon Dieu !» Je lui saisis le bras au moment où il allait se lever pour frapper sa pauvre tête dévouée et le lui secouait violemment. « On peut dire qu'elle est déjà échouée, » se lamenta-t-il en essayant de m'échapper. « Ah, vraiment? Tenez bon plein, timonier. »« Bon plein, capitaine, » cria le timonier d'une voix grêle d'enfant effrayé. Je n'avais pas lâché le bras du second et continuais de le secouer. « Parez à virer, entendez-vous? Vous allez devant. » Secousse, et restez-y. Secousse, et pas d'enfantillage. Secousse, et veillez à ce que ces écoutes de phoque soient correctement bordées. Secousse, secousse, secousse. Et pendant ce temps, je n'osais regarder vers la terre de crainte que le cœur ne vînt à me manquer. Je relâchai mon étreinte à la fin, et il prit la fuite comme si la mort était à ses trousses. Je me demande ce que mon double, là-bas, dans la soute à voile, pensait de toute cette agitation. Il pouvait tout entendre, et peut-être pouvait-il comprendre pourquoi, pour l'acquit de ma conscience, il avait fallu tenir aussi près que cela. Pas moins. Mon premier ordre, la barre dessous toute, se répercuta sinistrement sous l'ombre dominante de Coring, comme si je l'avais crié dans le ravin d'une montagne. Puis, je guettais la terre attentivement. Sur cette eau calme et par cette légère brise, il était impossible de sentir le navire lofer. Non, je ne pouvais rien sentir. Et mon second moi-même s'apprêtait maintenant à se glisser sur le pont et à s'affaler par-dessus bord. Peut-être était-il déjà parti. La grande masse noire qui planait juste sur la tête des mâts se mit à pivoter silencieusement en s'écartant du flanc du navire. Et maintenant j'oubliais l'autre secret prêt à partir et me rappelais seulement que j'étais totalement étranger aux qualités de ce navire. Non, je ne le connaissais pas. Allait-il m'obéir? Comment fallait-il le manœuvrer? Je fis contrebasser la grande vergue, puis j'attendis, impuissant. Il avait peut-être perdu toute son air, et sa destinée même était dans la balance. La masse noire de Coring était comme la porte de la nuit éternelle dominant sa dunette. Qu'allait-il faire à présent? Avait-il encore de l'air? Je me penchai en dehors rapidement, et sur l'eau obscurcie, je ne pus rien voir qu'un faible éclat phosphorescent qui révélait la surface lisse et assoupie de la mer. Il était impossible de le dire, et je n'avais pas encore appris à sentir les réactions de mon navire. Allait-il de l'avant?
Ce qu'il me fallait, c'était quelque chose de facile à voir, un bout de papier blanc que j'aurais jeté par-dessus bord pour me repérer. Je n'avais rien sur moi. Descendre en hâte, chercher quelque chose, je n'osais. Je n'en avais pas le temps. Tout à coup, mon regard tendu, anxieux, distingua un objet blanc qui flottait à moins d'1 mètre de la coque. Blanc sur l'eau noire, une lueur phosphorescente passa dessous. Qu'était-ce? Je reconnus mon propre chapeau. Il devait lui être tombé de la tête, et il ne s'en était pas soucié. Maintenant, j'avais ce qu'il me fallait, le repère qui me sauvait. Mais j'accordais à peine une pensée fugitive à mon autre moi, qui avait maintenant quitté le bord pour s'en aller à jamais loin de toute figure amie, fugitif et vagabond sur la terre, sans qu'une marque de malédiction imprimée sur son front pût retenir une main meurtrière, trop fière pour s'expliquer. Et je fixais le chapeau, témoignage de ma soudaine pitié pour sa faible chair. Mon intention avait été de protéger sa tête errante des dangers du soleil. Et à présent, voilà qu'il nous sauvait, en me fournissant un repère pour venir en aide à l'ignorance de mon étrangeté. Ah! Il dérivait sur l'avant, m'avertissant à temps que le navire culait. « Changez la barre, dis-je à voix basse au matelot qui se tenait immobile comme une statue. Les yeux de l'homme brillèrent étrangement à la lumière de l'habitacle quand il se jeta de l'autre côté de la roue et la fit tourner rapidement. Je me dirigeais vers l'avant de la dunette. Sur le pont enseveli d'ombre, les hommes se tenaient au bras de devant, attendant mes ordres. Les étoiles, là-haut, semblèrent glisser de droite à gauche. La tranquillité du monde était si profonde que j'entendis 2 hommes échanger cette remarque à voix basse. La bâtée est faite, sur un ton d'intense soulagement. Changer de vent. Les vergues tournèrent avec un grand bruit, parmi des cris joyeux. On entendit les effrayants favoris donner les ordres nécessaires. Déjà le navire avait pris de l'air en avant et j'étais seule avec lui. Rien. Personne au monde ne pouvait à présent s'interposer entre nous et venir assombrir d'un doute notre connaissance silencieuse et notre affection muette, la parfaite communion d'un marin avec son premier commandement. En me dirigeant vers l'arrière, j'eus juste le temps de distinguer sur le bord de l'obscurité projetée par une masse noire qui se dressait comme l'entrée même de l'Érèbe. Oui, j'eus le temps de saisir la fugitive lueur du chapeau blanc, laissé derrière nous pour marquer l'endroit où l'hôte secret de ma cabine et de mes pensées, comme s'il eût été un second moi-même, avait pris la mer pour son expiation, homme libre, fier nageur s'élançant vers une nouvelle destinée. Et c'est la fin de l'hôte secret de Joseph Conrad. Et voilà, c'est tout. J'espère que... Oula, pardon, je fais énormément de bruit. J'espère que cette lecture vous aura plu. Un petit peu d'aventure. Voilà. Je dis un petit peu d'aventure, je ne lis que ça en ce moment. Pardon. Aventure, oui, non, pas seulement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture. Voilà, merci.